Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Excellente nuit à notre écoute. Merci. Depuis que l'homme est sur cette terre, vous le savez, il a toujours regardé vers le ciel. Magnifique, immense, énigmatique, troublant, l'univers est sans doute le plus beau terrain de jeu et d'exploration. Alors si notre technologie ne nous permet pas d'aller bien loin, il semblerait que ce que l'on appelle les extraterrestres, eux, ont trouvé le moyen de venir de très très loin jusqu'à chez nous. Mais si la technologie si technologie il y a, si contact il y a eu entre eux et nous, qui en bénéficie véritablement? C'est ce que je vais tenter de découvrir ce soir avec ce radeau Gilbert Attard. Bonsoir Gilbert. Bonsoir Bob. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Bon, magnétiseur, archéo-ufologue et parapsychologue, fondateur et président de l'association CROP Science, association loi de 1901, centre de recherche OVNI, parapsychologie et sciences. Gilbert, vous avez été président de la commission parapsychologie de l'INSA, vous avez fait partie de l'association Jimmy Guilleux, vous avez animé une émission de radio à Toulon de 1992 à 1997. Donc joli CV, jolie carte de visite, Gilbert. Et on va donc aborder ces technologies extraterrestres qui, semble-t-il aujourd'hui, sont au service des technologies terrestres, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, la dernière fois, j'avais fait un petit survol, disons, de l'archéoufologie, pour présenter un peu ce que c'était, de quelle façon il fallait le faire. C'était génial, hein. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à réécouter le podcast parce que c'était super sympa, Gilbert. Et je suis ravi que ça vous ait plu. Aujourd'hui, disons que je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, en vous parlant d'un cas qui a fait école et qui continue à faire école. C'est le cas de la célèbre vision d'Ézéchiel. Alors, si vous le voulez bien, je vais d'abord planter un peu le décor afin de permettre à toutes les auditrices ou tous les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce qu'est la fameuse vision d'Ézéchiel. Alors, Ézéchiel était un prophète qui faisait partie de la maison d'Israël. Et il a vécu entre le 7e et 6e siècle avant notre ère. Je précise avant notre ère. Donc ça fait environ entre moins 600 et moins 590, tout ça. D'accord. Voilà. Donc ce prophète, il a vécu donc dans le secteur de la Chaldée. Alors il faut savoir que l'affaire a commencé en réalité, c'était au tout début du 6e siècle, donc avant notre ère, en 598 exactement. D'accord. Voilà, vous avez le roi de Babylone, qui était Nabuchodonosor, qui avait envahi la Palestine. Et il s'est emparé de Jérusalem, et il s'est empressé, bien sûr, de piller le trésor du temple de Yahvé. Et ensuite, il a amené en captivité le jeune roi de Juda, qui s'appelait Joachim. Et en même temps, ça se faisait à cette époque-là, avec lui, il a emmené également toute sa maison. Ça veut dire tous les notables de la ville, sans oublier bien entendu tous les artisans dont l'habileté pouvait lui être très utile. Alors évidemment il y avait des potiers, des serruriers, des forgerons, enfin tout ce qui pouvait lui être utile. Et c'était des ouvriers compétents, on dira. D'accord. Et parmi eux, il y avait aussi tous les notables de la ville. D'accord. Et Ézéchiel en fait partie de tout ce monde qui a été emporté ensuite en captivité. Donc il a été envoyé en captivité avec toute ce nombre de personnes assez impressionnant, et ils ont longtemps marché pour arriver jusqu'en Chaldée. Là, ils étaient, on peut dire, assez bien traités, parce que c'est pas comme on peut supposer de très mauvais traitements, tout ça. Non, ils étaient bien traités, mais prisonniers quand même. Et donc, ils sont arrivés jusque du côté de Babylone, et là, près d'un fleuve qui s'appelle... alors là, si vous voulez, le nom du fleuve, c'est Chobar, Koubar, Kébar, ça dépend. Il y a différentes prononciations qui peuvent être faites. Et donc, tout ce peuple, au bout de plusieurs années de déportation, évidemment, vous pouvez vous en douter, ils avaient la nostalgie du pays. Bien sûr. Et cette nostalgie, elle se faisait aussi sentir dans les textes. Si vous voulez, je vais vous lire juste un court extrait pour vous montrer justement ce côté nostalgique qu'ils avaient de la perte de leur maison. Voilà ce qui est dit. Sur les rives des fleuves de Babylone,
nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenant de Sion, aux branches des saules, nous avions suspendu nos harpes. Et ils nous demandèrent, nos geôliers, de leur chanter des cantiques de chez nous. Mais comment chanterions-nous un cantique de Yahvé sur une terre étrangère? D'accord. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un certain désespoir, une certaine nostalgie. Ouais. Et donc parmi eux se trouve effectivement Ézéchiel. Et Ézéchiel, eh bien, alors qu'il était, comme tous les autres, nostalgique, près du fleuve Chébar, ou Kobar, comme vous voudrez, il y a plusieurs prononciations. Ouais. Il a eu une vision. Alors, déjà, il faut retracer, recadrer tout ça. Vision, le terme vision, de nos jours, quelqu'un qui dit qu'il a une vision, on va dire, c'est quelqu'un qui se fait un peu des idées. On dit souvent que c'est un illuminé, quelqu'un qui a des visions. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais à l'origine, non. Une personne qui avait des visions, elle disait, c'est comme si moi je vous disais, tiens, je viens de voir cela. Eux, ils avaient, dans leur texte, ils disaient notamment qu'ils avaient une vision de quelque chose. Alors, Gilbert, il a vu quelque chose, Ézéchiel, il l'a décrit avec ses mots, et c'est là, finalement, qu'on va s'apercevoir qu'il y a un vrai rapport avec les technologies d'aujourd'hui. Vous restez avec nous, on va découvrir tout cela jusqu'à minuit, sur Ado et nulle part ailleurs. Le dossier OVNI et technologie et ufologique est ouvert ce soir. L'univers mesure 46 milliards d'années-lumière. Croyez-vous vraiment que nous soyons seuls? Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'être à l'écoute de ce rendez-vous unique sur la bande FM. Et oui, il se dit ici en toute liberté, en toute sincérité et sans aucune censure, ce que personne avant moi n'avait cru bon de vous dire quotidiennement. Toute la vérité sur les grands mystères de la vie, de l'univers et des ovnis, puisque nous parlons ce soir avec Gilbert Atta de la technologie, finalement, qu'aujourd'hui on peut trouver ici ou là et qui nous a été léguée par des extraterrestres. Et pour cela, on fait l'archéo-ufologie, puisqu'on se retrouve en 598 avec Ézéchiel qui a vu quelque chose et qui a décrit cette vision avec ses mots. N'est-ce pas, Gilbert? Alors oui, tout à fait. Alors tout à l'heure, nous étions donc en 598, lorsque il a été fait prisonnier avec donc toute la tribu. Le temps a passé. Là maintenant, nous sommes en 592, entre 592 et 593. Alors avant que j'attaque, parce que là, évidemment, ce qui est intéressant et qui sera intéressant, je pense, pour tous les auditeurs, ça sera d'écouter la façon dont c'est raconté. C'est raconté avec, si vous voulez, l'esprit de l'époque, les mots de l'époque et la connaissance de l'époque. D'accord. Voilà. Et après, une fois que je vous aurai lu le texte, je vais détailler les éléments et vous allez voir que derrière ce texte, eh bien, il y a des surprises qui nous attendent. On vous écoute, on est tout oui. Alors, donc, nous sommes en 592-593. Voici ce que décrit Ézéchiel lorsqu'il a sa vision. Voici ce qu'il dit. La 30e année, le 5e jour, du 4e mois, de la 6e année de déportation. Comme j'étais parmi les captifs du fleuve Kébar, ou Chébar, les cieux s'ouvrirent. Je regardai, et voici, il vint du septentrion. Alors, juste une parenthèse, le septentrion, c'est le nord pour nous maintenant. Un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brûlait comme de l'airain poli. Sortant du milieu du feu, au centre, encore apparaissaient 4 animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, chacun d'eux avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Je fais juste un petit aparté pour vous montrer à quel point il y a de nombreux détails qui sont donnés. Alors, l'airain poli, l'airain, si vous voulez, c'était un alliage fait notamment avec du cuivre. Donc, la couleur qui est donnée, apparemment, c'est une couleur cuivre ou quelque chose dans ce genre-là. Très bien. Voilà. Donc là, on a déjà un premier détail. Il parle de pieds qu'il voit
et qu'ils étaient droits comme ceux d'un veau. En fait, un peu comme des cubes ou quelque chose dans ce genre-là. D'accord. Voilà. Je continue. Il cite: je regardais ces animaux, et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant leurs 4 faces. À leurs aspects et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Alors je précise, la chrysolite est en fait une pierre semi-précieuse qui a une couleur à peu près jaune-vert, quelque chose comme ça. D'accord. Et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient dans leurs 4 côtés et elles ne se retournaient point dans leur marche. Alors j'apporte des précisions. Ouais. D'après ce qui est dit là, donc on a une roue qui est fixe quelque part, et tout en étant fixe, elle est capable d'aller en avant, en arrière, à droite, à gauche. D'accord, ça ressemble à un vaisseau, hein, quand vous me dites ça comme ça. Voilà. Donc ces détails que je donne sont importants par rapport à la suite. Je continue la citation. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Donc on imagine que ça peut être des hublots. Vous verrez, je vous laisse la surprise. D'accord. Tout à l'heure. Ouais. Bon, vous avez dit les hublots, vous verrez tout à l'heure. D'accord. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ce qui montre que tout était un ensemble. Quand ils marchaient, elles marchaient. Et quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Alors là, ces descriptions montrent bien que les roues et ce qu'ils prennent pour être des animaux, en fait, ce n'est qu'un ensemble fixe, quelque part. Je continue la citation. Allez-y. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Et au-dessus du ciel, qui s'étendait sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir. La pierre de saphir, c'est rouge de couleur. Donc ce qu'ils voyaient semblait être de couleur rouge. Je continue. En forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Là, on rappelle qu'on est en 598, quand même. On est en 592, c'est ça. 593. Ouais, incroyable. À 6 ans près, vous êtes bon. Et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Voilà donc une partie importante de son observation. Alors bon, a priori, ce que je vous ai dit paraît peut-être un peu étrange, mais là où ça devient intéressant, et là on remonte plus près de chez nous, dans les années début 70, alors un des pionniers de l'archéoufologie, c'était Eric von Däniken, peut-être certainement avez-vous déjà entendu parler de lui, il vit en Suisse. Eh bien, il était persuadé, lui, que ça pouvait être lié avec un engin spatial. Alors il a eu une idée. Il a été aux États-Unis, rencontrer un ingénieur américain, et pas n'importe qui. Il a voulu aller rencontrer Joseph Blumrich, qui était d'origine autrichienne. Alors, qui était ce monsieur Blumrich? Eh bien, c'était un ingénieur à la NASA. Il était directeur du service de recherche et des projets de construction à la NASA. De 58, il avait commencé déjà en 58. Là, nous sommes en 72, donc vous voyez, 14 ans s'étaient déjà écoulés. Son service conçoit et calcule dans les moindres détails les vaisseaux spatials du futur. Il était donc autrichien de naissance et il a participé à la construction du dernier étage de Saturne V. Il travaillait aussi à la mise au point des futures stations orbitales.
en juillet 72, il fut décoré de l'exceptionnel service Medal de la NASA en récompense de ses travaux sur Apollo et sur Saturne. Tout ça pour vous dire justement que ce n'était pas n'importe qui. Cette distinction n'est attribuée que très rarement à la NASA. Ouais. Donc cela montre les hautes fonctions qu'il occupait et le côté au niveau ingénieur, tout ça, c'était lui donc qui surveillait, qui mettait au point des dessins, des projets de vaisseaux spatiaux. Donc von Däniken est allé le trouver et il lui a demandé s'il pouvait, à partir de ses connaissances à lui, et en lisant donc les textes d'Ézéchiel, de concevoir l'engin qu'il pouvait décrire. Ah. Voilà. Seulement, Blumrich était très catholique, et pour lui, c'était une aberration, ce genre de choses-là. Pour lui, ça ne pouvait pas être autre chose qu'une aberration. Ouais. Mais c'était quelqu'un de sérieux et d'honnête, et alors il a dit d'accord, je vais essayer. Mais il l'a fait dans l'intention de démontrer à von Däniken qu'il se trompait complètement. Et il a été surpris, j'imagine. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il a fait ses recherches, si vous voulez, sans tenir compte des travaux et des études qu'il y avait déjà sur les vaisseaux spatiaux, de ce qu'il faisait lui-même ou que d'autres faisaient. Et il s'est plongé dans les écrits. Et là, eh bien, il a eu une surprise de taille, car à la fin donc de ses recherches et tout ça, eh bien, il s'est retrouvé, il a été obligé d'être convaincu qu'il avait en face de lui une description d'un engin spatial littéralement. Alors, il a essayé de décortiquer un petit peu tout ça. Et il a essayé de dresser des plans. Et effectivement, et ça, on doit pouvoir trouver ça assez facilement, je suppose, sur Internet. Il a dressé des plans où on voit un engin, on peut pas dire autrement, un engin spatial, de forme circulaire. Il a le dessous est de forme conique. Le réacteur en question se trouve tout en dessous. Et souvenez-vous, dans ce que je vous ai lu tout à l'heure, il parlait de feu. Feu ardent, donc en fait il décrivait certainement la partie qui devait servir à la propulsion, mais avec ses mots à lui, avec sa connaissance à lui. Et donc Blumrich de ce côté-là était très surpris parce qu'il s'est rendu compte que en fait, eh bien ce projet sur lequel il travaillait, donc pour essayer d'établir un dessin de ce vaisseau. Eh bien, ses conclusions, je vous cite une de ses conclusions. Le vaisseau spatial d'Ézéchiel a des dimensions très crédibles. Il est le fruit d'une technique en avance sur la nôtre de plusieurs dizaines d'années. Voilà une des phrases qu'il a dit concernant cet engin. Engin dont il a fait des dessins. Alors, lui, il a estimé que le poids de cet engin était à peu près 63 300 kilos. Voilà, donc ce qui est déjà respectable. Il aurait eu, selon ses recherches, un réacteur qui faisait à peu près 18 mètres de diamètre. On imagine 592, 593 quand même. Voilà, on est en 592, 593. C'est ça qui est dingue. Donc imaginez un peu cet ingénieur qui, après ses recherches par rapport à un texte ancien, se met à dire que pour lui, eh bien, Ézéchiel aurait vu un vaisseau spatial. Ce vaisseau spatial faisait dans les 63 tonnes. Il avait un réacteur qui faisait à peu près, selon lui, 18 mètres de diamètre. Et le diamètre supérieur de la carlingue faisait lui aussi à peu près 18 mètres. Faut avouer que pour 2500 ans en arrière, il faut déjà s'accrocher. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, il y a quelques semaines de ça, lorsque vous m'avez interviewé. Et selon lui, eh bien, cet engin ne pouvait pas être seul. En fait, c'était un engin qui faisait l'intermédiaire entre la Terre et une station orbitale qui devait se trouver dans l'espace. Ah ouais, vous pensez qu'il pense ça, lui, en fait, que c'est... C'est ce qu'il pensait tout à fait, à partir des recherches qu'il a fait, à partir de ses conclusions. Et souvenez-vous, lorsque j'avais parlé des fameuses cartes de Piri Reis, qu'elles démontraient notamment des continents et la façon dont ces continents étaient montrés,
eh bien, ça ne pouvait l'être que de l'espace. Ouais. Et donc là, on a des recoupements assez étonnants qui s'y trouvent. Mais il n'y a pas que ça. Il a encore fait d'autres découvertes, dont une qui est particulièrement intéressante. Souvenez-vous, cette roue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ouais. Il disait dessus qu'elle avait une circonférence effrayante, donc ce qui voulait dire qu'elle était quand même de très grande énorme, taille, ouais. voilà, énorme. Ouais. Ben, je vais vous dire, un engin de 63 tonnes, à mon avis, il doit pas être petit quand même. Non, c'est sûr, ça fait un gros truc, ouais. Voilà. Et il dit également que les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Alors, ah oui, moi j'ai dit que c'était Des hublots. Ouais. Eh bien, il s'est penché sur cette roue. Et il a essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Parce que pour lui, une roue qui est capable d'aller dans les 4 directions sans avoir à se retourner dans son mouvement, essayer de la concevoir, c'est plutôt difficile. Ouais. Et il a travaillé sur ce sujet et il a fini par aboutir effectivement à une roue. Alors cette roue, eh bien, elle est munie d'une multitude de petites roues latérales de forme ovoïde. Et cette forme ovoïde rappelle éventuellement des yeux. Ouais. Et si vous regardez cette roue, eh bien cette roue, comme elle est munie tout autour d'autres roues, elle peut aller effectivement dans les 4 directions sans avoir à se retourner dans son mouvement. Ouais. Et le plus amusant, c'est qu'à l'époque, quand il a conçu cette roue, eh bien cette roue n'existait nulle part. C'est-à-dire que c'était une roue qui était à inventer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait un brevet d'invention. Ouais. D'ailleurs, le numéro de patente qu'il a déposé aux États-Unis, je vous le livre, c'est 3 789 947. Donc vous pouvez vérifier et vous trouverez sous ce numéro de patente la roue de Joseph Blomrich. Incroyable. Alors, on peut le trouver. Attendez, on peut. Gilbert, quand vous dites qu'on peut le trouver, ça, on peut le trouver où, ça, sur Internet? Alors, je suppose que sur Internet, moi, c'est vrai que je suis pas un féru d'Internet, mais comme je sais que sur Internet, on peut trouver de tout, moi, j'ai surtout des documents, beaucoup de documents écrits, peu de documents Internet, donc si moi je les ai, très certainement, sur Internet, on doit certainement avoir la possibilité de les trouver. D'accord. Surtout que je vous donne la référence. Donc ça a été déposé le 5 février 74. Ça y est, je viens de taper. Ah, vous l'avez tapé. Ouais. Donc c'est quand même. Bon, allez-y, continuez. Je vais essayer de trouver. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à partir d'un texte qu'on pourrait dire, c'est une fabulation, c'est une imagination de quelqu'un qui avait une imagination débordante. Eh bien, on a réussi à faire une invention qui n'existait pas, d'une roue qui n'existait pas, et qui a pu être déposée. Alors, c'est sûr que les esprits forts vont dire c'est des élucubrations. Moi, je veux bien, je suis tout prêt à me rendre, disons, à accepter tout à fait leurs idées, et même dire que je me suis trompé complètement. Mais il faudra dans ce cas-là que ces personnes-là puissent me montrer et me démontrer quelque part aussi ce qu'ils disent, qu'ils peuvent le prouver. Bien sûr. Gilbert Attard est avec nous ce soir sur Ado dans Bob vous dit toute la vérité. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité. Gilbert Attard, donc on parle de ces technologies que l'on a ramenées de 592, 593, Ézéchiel qui a cette vision, et puis cet ingénieur de la NASA qui lui, à partir de la déclaration d'Ézéchiel, fait un vaisseau finalement, fait une roue assez incroyable. Cette roue, est-ce que si on la construisait aujourd'hui, elle ferait quoi? Elle volerait? Alors, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que si on reprend le dessin de ce vaisseau spatial, appelons-le ainsi, on verrait un disque, si vous voulez, avec en dessous une sorte conique, une forme conique, avec ce qui est le réacteur, probablement. De chaque côté, il y a quatre pieds escamotables. Alors, selon lui, lorsque l'engin était en vol, les pieds escamotables se repliaient vers le haut. Et l'engin donc devait quitter le sol ensuite monter dans l'espace, probablement rejoindre
rejoindre une station, allez, on dira orbitale. Un vaisseau mère, quoi, c'est ça. Voilà, exactement. Donc, à partir de là, eh bien, on a en fait quelque chose de très complexe, puisque on a un système de roues. Alors, c'est pas la roue qui vole, mais c'est l'ensemble qui vole. Donc, cette roue, si vous voulez, on peut la fabriquer. Elle n'est pas si difficile que ça à fabriquer. Elle pourrait peut-être servir dans certains usages, dans lesquels je ne sais pas. Ouais. Mais cette roue peut être fabriquée. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être parfaitement fixe et aller dans les directions qu'on veut. Alors, vous voyez donc l'image de l'époque par rapport à Ézéchiel et ce que peut-être d'autres ont vu, c'est que cette roue, comme il y avait des formes ovoïdes tout autour, lui, il a vu ça comme des formes Dieu, comme si la roue était entourée de Dieu. Ouais. Donc, c'est là que je vous disais la dernière fois qu'il faut se replonger dans le contexte de l'époque, avec l'état d'esprit de l'époque, les connaissances de l'époque. Et bien sûr. Et la référence de chacun de l'époque, c'est ça qui est assez incroyable. Lui, il voyait des trucs, il disait c'est des yeux, quoi. Voilà, donc. Voilà, exactement. Parce que lui, à son époque, il ne pouvait pas employer des termes que nous employons maintenant. Bien sûr. Par exemple, ce Blumrich, en 74, il aurait employé des termes qui ne pouvait absolument pas être connu de quelqu'un de 1500 ans en arrière. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Alors, un autre détail que je vais vous donner, qui va vous amuser, vous avez entendu la description que j'ai faite de l'observation de Ézéchiel. Oui. Maintenant, je vais vous lire un petit compte rendu qui, lui, date de 1954. Alors, vous restez avec nous, Gilbert. On va pouvoir l'écouter dans un instant, juste après la pause. Ce compte rendu de 1954. Oui, tout à fait. Mais juste avant de vous parler de cette observation qui a été faite en 54, j'ai un petit passage encore de Blumrich, puisqu'on était avec Blumrich, que je trouve intéressant à vous lire. Alors, c'est une citation de Joseph Blumrich, toujours pareil. Voici ce qu'il dit à propos donc de ces recherches qu'il a fait. Non seulement le vaisseau décrit est techniquement possible, mais il est aussi parfaitement adapté à sa mission. Nous sommes surpris de nous trouver en présence d'un niveau technique qui, pour n'avoir rien de fantastique, n'en est pas moins supérieur à notre propre niveau d'évolution. À l'examen du récit d'Ézéchiel, il apparaît aussi clairement que le vaisseau spatial en question était en relation avec une station placée sur orbite autour de la Terre. Mais ce qui est proprement fantastique, c'est qu'un tel vaisseau ait pu exister il y a 2500 ans. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en relation aussi avec les fameuses cartes de Piri Reis, donc ces fameuses cartes de l'impossible, où de toute évidence, elles ont été vues du ciel. Là, on a des éléments qui viennent se compléter et qui semblent démontrer qu'effectivement, il y a des centaines, voire des milliers d'années, eh bien, il y avait des engins qui volaient au-dessus de nos têtes, et qui n'était peut-être pas forcément d'origine totalement terrestre. Ça, c'est sûr. Bah, surtout en 592. Hein. Voilà. Alors, 1954, qu'est-ce qui se passe ? On va passer en 1954. Donc, on fait un bond de 2500 ans dans le futur, qui est notre passé, quelque part. Vous arrivez à me suivre. Alors, voilà. Le 14 septembre 1954, et ça a été... C'est des propos qui ont été recueillis quand même par Aimé Michel. Alors, Aimé Michel... c'est un des grands noms de l'ufologie, bien sûr, qui est décédé maintenant, malheureusement. Et donc, c'était lui qui avait recueilli, entre autres, ce témoignage. Voilà ce qui est dit par cette personne-là. Il était environ 17 heures. Je travaillais dans les champs, quand tout à coup, de l'épaisse couche nuageuse où menaçait l'orage, nous vîmes surgir, une sorte de nuée lumineuse, étrange, d'un bleu violet, dont les formes régulières évoquaient celles d'un cigare ou d'une carotte. Ce nuage lumineux avait un aspect rigide. Chacune de ces manœuvres, entre parenthèses, qui n'avaient aucun rapport avec les mouvements des nuages eux-mêmes, s'opérait d'un bloc, comme s'il se fût agi en réalité d'un gigantesque engin entouré de vapeur. Quand il eut atteint la position verticale, il s'immobilisa. C'était un spectacle extraordinaire. Nous regardions intensément. Donc, quand on voit, par exemple, la façon dont c'est décrit en 1954, alors là aussi, entre 1954 et de nos jours, la connaissance a évolué. Donc,
une personne qui ferait une observation comme ça de nos jours emploierait certainement encore d'autres termes. Mais on voit qu'entre 2500 ans en arrière, cette observation de 1954, il y a quand même des corrélations assez étonnantes. Oui, et c'est d'autant plus incroyable qu'il s'est passé donc 2500 ans, mais c'est vrai qu'en 1954, quand même, on avait déjà un peu plus de références, hein. On avait déjà plus de références, mais là encore, il faut se replacer dans le contexte. Ouais. Bon, en 1954, si vous voulez, on sortait à peine de la guerre. Ouais. La télévision était quelque chose qui était quasiment inexistant. Ah bah c'était de la CB avec des images, hein, donc... Voilà, donc si vous voulez, à cette époque-là, c'était extrêmement rare des téléviseurs. Ouais. Donc... dans les champs, les paysans avaient encore les chevaux, même jusque dans les années 60. Bien sûr, hein, bien sûr. Donc, si vous voulez, on vivait encore en 54 comme pratiquement c'était immuable dans les siècles passés. Oui, on n'était pas dans une ère industrielle comme on l'est aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, tout va tellement vite, tout va trop vite. Et c'est ce que je vous disais par rapport à l'ufologie classique, contemporaine, que l'archéoufologie a le mérite au moins de trouver soit des textes, soit des éléments qui ne sont pas forcément perturbés par la télévision, par les ordinateurs, par les jeux vidéo, par le cinéma, par tout ça. Où vous avez des personnes qui peuvent parfois, peut-être pour se faire bien voir ou pour tromper les gens, vont raconter des histoires abracadabrantes. À cette époque-là ou à ces époques lointaines, c'était pas du tout la même optique. Les gens évitaient de parler de ces choses-là parce que, premièrement, ça les effrayait. Ouais. Ensuite, dans leur esprit, l'homme ne pouvant pas voler, donc à part les oiseaux qui pouvaient voler ou je vois pas d'autre chose que ça, ce qui pouvait voler dans le ciel ne pouvait être que soit magique, soit divin, soit diabolique. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut se replacer dans ces contextes. Et on voit qu'en 2500 ans d'âge, les descriptions sont très proches. Ouais. Or, si on ferait une description maintenant, par exemple, je suis sûr que dans tous les documents que j'ai, si je rechercherais, un témoignage beaucoup plus actuel, là, on verrait une différence qui serait énorme entre celle de 54 ans, bien sûr, où vous avez des paysans, des personnes qui ont une connaissance scientifique, technologique encore très réduite. Oui. Et nos jours, on verrait une énorme différence dans les descriptions. Ah bah oui, ça c'est certain. On a tellement de références aujourd'hui, surtout en matière de science-fiction, où on a tellement vu de choses qu'on serait capable de décrire plus facilement les vaisseaux, en tout cas de l'époque, quoi. C'est juste assez incroyable. Bien sûr. Pour ces époques-là, qu'est-ce que c'est qui volait? Un oiseau. Donc automatiquement, un engin qui volait, ça pouvait être pris pour un oiseau de fer. Regardez, encore un autre exemple qui est complètement différent. Prenez par exemple au 19e siècle, le train, il était appelé comment? Le cheval de fer. Bien sûr, oui. Les Indiens, les Amérindiens, appelaient cela le cheval de fer. Oui, bien sûr. Parce que pour eux, qu'est-ce que c'est qui se déplaçait vite? C'était un cheval. Oui, bien sûr. Voilà, mais ils ne pouvaient pas concevoir de dire une locomotive à vapeur qui se déplace sur des rails, ça leur était inconnu. Ils n'en connaissaient pas le langage déjà et le vocabulaire. Donc exactement, et puis en plus de ça, quand ils ont dû voir les premières locomotives, on peut imaginer la surprise, peut-être la terreur que ça a dû entraîner. Ouais. Alors Gilbert, vous vouliez évoquer également Moïse dans cette archéo-ufologie. Voilà, je pouvais éventuellement parler un petit peu de Moïse. Il y a aussi dans l'histoire, c'est vrai que on va peut-être me diaboliser parce qu'on va dire il met tout en l'air. Non, c'est simplement que quand on épluche un peu certains textes anciens, on s'aperçoit que que vous parliez de Moïse, par exemple, quand il a fait le passage de la mer morte. Parce que, non, mais vous dites qu'on va vous diaboliser, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit quand on commence à s'intéresser au dossier OVNI, quand même, Gilbert, que les textes bibliques, les textes sacrés, quels qu'ils soient et quelle que soit la religion, font toujours à un moment donné référence à des engins venus du ciel, à des apparitions venues du ciel, quand même, hein. Vous avez raison de soulever ce détail qui est très important parce que je parle j'ai parlé d'Ézéchiel, je pourrais parler d'Élie, mais c'est vrai que dans
tous les textes anciens que vous prenez, les textes tibétains, là aussi c'est pareil, un jour on parlera des textes tibétains, ou le temps de jour, le 15 jours, mais on retrouve les mêmes choses dans ces textes sacrés, qui sont des textes sacrés, qui sont des textes religieux. Eh bien, on a aussi des détails sur les Vimana, par exemple. Il est question, entre autres, que leur système de propulsion était basé sur du mercure. Or, il se trouve que le mercure, eh bien, c'est un des moyens qui était prévu d'utiliser des moteurs à mercure. Je sais, parce que là, ça c'est deux têtes qu'il faut que je me rappelle, mais je crois dans les années 50, fin 50 ou début 60, la France proposait de mettre sur pied un four à mercure pour propulser des satellites. En fait, c'était pas un four, comme on ferait cuire quelque chose. Bien sûr. Mais ils appelaient ça un four à mercure. En fait, c'était un moteur à mercure. Et je peux aisément retrouver les documents, je les ai, où il est question aussi de moteurs à mercure de la part des Américains. Donc, ces moteurs faits avec du mercure, qui étaient réalisables déjà dans les années 50, 60, eh bien, on retrouve des indications très similaires qui remontent à 3, 4, 5 000 ans en arrière, voire plus. Alors, quand après on dit que ces textes, eh bien, ce sont des poèmes, des odes, c'est de l'imaginaire, moi je veux bien. Mais alors, il faut une sacrée imagination. Essayez de vous replacer dans le contexte, il y a 3000 ans en arrière. Une personne à l'imagination débordante va penser qu'un jour, des engins vont voler, en utilisant par exemple du mercure, en ayant une arme capable à une seule bombe, en étant envoyée de raser une ville entière. Il y a 2, 3 000, 4 000 ans en arrière, il y aurait seulement, je dirais, 100 ans en arrière, c'était inconcevable. Ah non, mais c'est évident. Mais vous savez, ce qui est assez fou aussi et surprenant quand on se plonge dans cette histoire et dans les textes sacrés, c'est que certains, et là c'est encore une fois la croyance qui fait ça, certains vont y voir l'apparition de divinités, et d'autres aujourd'hui avec le temps on s'aperçoit que il est fait référence d'objets volants et non identifiés. C'est ça qui est dingue. Bien sûr, bien entendu. C'est pour ça qu'il y a une similitude énorme. Il y a une prochaine fois, il faudra que je vous parle des fameux disques de Bayan Karaoula. Où là, ça a été retrouvé à la frontière chinoise. Là aussi, c'est une découverte. Je vous préparerai ça, si vous voulez, pour une prochaine fois, vous verrez. Avec plaisir. C'est une découverte très surprenante. Quand je vous parle des détails qui ont été retrouvés, des éléments physiques qui ont été découverts, vous vous apercevez que on est face à une technologie qui n'est pas de chez nous. Ça, c'est sûr. Des informations, certaines écrites, d'autres dessinées, qui vont également dans le même sens. Et tout au long de notre histoire, on se retrouve avec des écrits de ce genre-là, comme le texte de Toutmoses III, c'est pareil. Là, je vous ai parlé d'Ézéchiel, mais un jour, je vous parlerai de Toutmoses III. Là, on remonte à 3500 ans en arrière. Donc, vous voyez, encore plus loin Ézéchiel. Mais c'est toujours les mêmes principes. Vous avez des gens qui ont vu des choses, qui ont été en contact avec des êtres qu'ils ne pouvaient pas comprendre leur principe de fonctionnement. Ah ben oui, bien sûr. Parce qu'il y avait un choc des civilisations qui se faisait. Alors déjà, aujourd'hui, on a du mal à comprendre la technologie extraterrestre. Alors, imagine à l'époque, quand même. Donc... Mais à l'époque, c'était encore différent, parce que je pense qu'à cette époque-là, ça c'est mon avis personnel, à cette époque-là, les gens... si vous voulez, étaient un peu parfois comme des enfants. Donc, s'ils voyaient atterrir ce qu'ils pensaient être des dieux, c'était pour eux peut-être tout à fait concevable et naturel de dire, bon ben, les dieux vivent avec nous, ils nous apprennent des choses. De nos jours, c'est sûr que ce serait l'affolement général. Alors ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, tout était Dieu, en fait. Tout ce qui n'était pas, entre guillemets, connu et visible et qui venait d'ailleurs, c'était Dieu, pour eux. C'était une divinité. C'était des divinités, pas une divinité, mais des divinités. Parce que c'était leur seul moyen pour eux de concevoir ce qu'ils voyaient, d'essayer de comprendre avec leur langage à eux, leur méthode de compréhension à eux, qui nous ferait fortement sourire de nos jours, mais qui à leur époque était leur seul moyen de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, sur ce qu'on leur apprenait.
que il y a également aussi des dieux qui ont enseigné aux hommes et qui en ont fait ensuite des grands prêtres. Je pense que ce, aux grands prêtres, par exemple, égyptiens, mais à d'autres aussi, qui les ont initiés à une certaine technologie, initiés à une certaine connaissance. Et après, c'était des hommes comme vous et moi, mais qui avaient été enseignés à une science supérieure. Probablement, on dira, allez, comme de nos jours, on a des surdoués. Bien sûr. Bon, imaginez que on se mette à dire, on va faire une école de surdoués. Et toutes les personnes c'est ce qu'ont fait les Russes. Entre parenthèses, les Russes, ils l'ont fait dans les années 50, 60. Eh bien, chaque fois qu'ils trouvaient un enfant surdoué, ils le mettaient à part dans une école spéciale. Ils suivaient, si vous voulez, une école très avancée, très poussée par rapport à son niveau à lui. Ouais, en même temps, Gilbert, on le fait aussi en France. Hein. Voilà, il y a je peux vous dire que les gamins qui ont un QI au-dessus de 150, on les prend tout de suite et on les met ailleurs. Et avant même qu'ils disent quoi que ce soit, ils sont déjà embauchés à droite à gauche. L'armée s'en sert. Voilà, tant qu'ils pètent pas un câble. Voilà. Après, comme vous avez dit, l'armée s'en sert. Alors là, vous avez dit quelque chose de tout à fait vrai. Parce qu'après, dans le commun des mortels, et là, c'est le magnétiseur qui parle, parce que j'ai eu l'occasion donc de soigner des enfants qui avaient, disons, de ce côté-là, des avancées faciles, et bien qui se retrouvaient parfois dans des conditions difficiles, parce qu'on les excluait quelque part aussi bien des jeux, et même dans les écoles, on n'arrivait pas à les intéresser parce que ils faisaient les exercices avec une telle grande facilité que l'école ne les intéressait presque pas parce que l'école n'était pas à leur niveau. Bien sûr. Et donc là, je vous parle en tant que magnétiseur parce que j'ai eu à m'occuper d'enfants de ce genre-là, par exemple, et je peux vous garantir que ce n'est pas toujours drôle pour eux. C'est sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, Gilbert, il nous reste 10 minutes déjà ce soir dans Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. La technologie extraterrestre au fil de l'histoire, on s'en aperçoit lors des écrits, lorsqu'on se penche un petit peu sur ces récits d'observation. C'est assez incroyable ce qu'on a pu voir au fil du temps. Et on va terminer, si vous le voulez bien, Gilbert, avec Moïse. Donc là, vous vouliez qu'on en parle un petit peu. Oui, je dirais qu'avec 10 minutes, on va à peine un peu survoler la chose. Oui, on fera peut-être une émission complète là-dessus, mais voilà, juste brièvement, parce que Moïse, bien sûr, quand on parle de Moïse, c'est déjà, bien sûr, l'eau, la mer qui s'ouvre, bien sûr, etc. Donc, voilà. C'est aussi la mer morte. Les 10 commandements. Et bien sûr, il est monté sur sur le mont Sinaï. Oui, voilà, le mont Sinaï, exactement, je cherchais le buisson ardent, et il en a ramené les tables. Voilà, exactement. Donc là aussi, il est dit, par exemple, lorsqu'il monte sur le mont Sinaï, Dieu s'adresse à Moïse, et donc à chaque fois quand il s'adressait à lui, il ne s'adressait jamais à lui de façon directe, parce qu'il lui disait que s'il le faisait, il ne supporterait pas de sa vue, en quelque sorte. Ouais, il disait que en fait que la lumière était trop intense, enfin qu'il irradiait beaucoup de choses, quoi. Voilà, ça. Il devait y avoir soit des rayonnements, peut-être que les objets utilisés ou engins utilisés, eh bien, on peut s'imaginer que, par exemple, et de nos jours, imaginez un avion en réaction, lorsqu'il démarre, il vaut mieux pas être à côté. Ça c'est sûr. Eh bien là, on peut supposer qu'on a affaire à une technologie encore supérieure, donc il y avait une certaine distance à respecter. On a plein d'éléments de ce genre-là qui montrent que, eh bien, Dieu... entre guillemets, lorsqu'il lui a donné les tables de la loi, eh bien, il a donné, si vous voulez, des bases à une société. Mais ça voudrait dire, en fait, ça rejoindrait ce que l'on dit, et ce que disent beaucoup de spécialistes du dossier OVNI, qui disent que finalement, on est tous extraterrestres et qu'on a été posté et déposé sur cette terre pour faire la société et ce que l'on est aujourd'hui, et finalement peut-être que les tables qui ont été données, ce serait quoi, les règles de vie de ces extraterrestres?
Il faut bien se dire qu'à cette époque lointaine, il fallait un peu comme des garde-fous aussi aux populations. Et je rappelle quand même que Dieu est extraterrestre, il faut le dire, parce qu'en fait, de toute façon, il n'est pas sur la Terre. Voilà, donc déjà, mais même nous sommes des extraterrestres quelque part. Parce que n'oubliez pas que, et ça c'est reconnu au niveau astrophysique, tout ça, que ce sont les comètes, les étoiles filantes, tout ça, qui ont ensemencé la Terre en apportant des acides aminés et tout ça. Et c'est comme ça qu'est née la vie sur Terre. Donc, nous sommes d'origine extraterrestre. On sait maintenant que dans les comètes, tout ça, la vie est possible. Et c'est celle-là qui a ensemencé la Terre. Donc, quelque part, nous sommes déjà des extraterrestres. Mais là où peut-être la chose va encore plus loin, alors là, je vais peut-être faire bondir quelques personnes, mais on est un certain nombre à penser que on est peut-être aussi le résultat d'une forme de manipulation génétique qui aurait été faite il y a très longtemps. Ah bah oui, ça c'est on évoque l'hybridation et ça aussi, c'est quelque chose qui revient très très souvent dans les théories des uns et des autres et quels que soient les pays, quels que soient les spécialistes d'ailleurs du monde entier, cette hybridation et le fait qu'on soit justement la résultante d'une hybridation et d'une manipulation génétique, ça revient très souvent. Oui, il y a beaucoup d'éléments. Par exemple, on cherche désespérément le fameux chaînon manquant. Ah oui, j'essaye de faire une émission justement sur le chaînon manquant. On le cherche avec un spécialiste. Apporter un peu de l'eau à votre moulin. Voilà, voyez. Le jour où vous la ferez, vous me préviendrez à l'avance. J'apporterai un peu de l'eau à votre moulin alors. J'espère bien. Voilà. Donc on s'aperçoit, Gilbert, quand même que finalement beaucoup de choses que l'on dit sacrées ou religieux, etc. Il y a un côté finalement très technologie derrière. Bien sûr, mais imaginez si demain, ouvertement, on dévoilait au monde entier, on dirait oui, c'est vrai que depuis des décennies, on vous cache la vérité. Depuis des décennies, effectivement, il y a des contacts qui se font entre des races extraterrestres et des membres des gouvernements étrangers ou pourquoi pas français ou autres. Imaginez la douche froide que cela ferait. C'est l'histoire qui serait remise en question. C'est tous les gouvernements qui seraient remis en question. C'est également toute la théologie qui serait remise en question. Sommes-nous prêts à supporter une chose comme ça? Je sais que, et pour en avoir notamment discuté avec Jean-Gabriel Grélet aussi, eh bien, il y a une information qui commence à circuler pour peut-être essayer de préparer les gens à ce que il pourrait bien y avoir une révélation qui se ferait. Mais là encore, ce qui l'inquiète et qui inquiète peut-être d'autres personnes aussi, c'est est-ce que les gens sont prêts à aller aussi loin? Écoutez, hier j'avais Chantal Sabria avec laquelle on évoquait la Confédération Galactique, donc ces êtres venus d'ailleurs qui auraient été à l'origine de la vie sur Terre, et elle nous disait que certains gouvernements étaient en contact avec ces êtres venus d'ailleurs, et notamment Obama qui, avant la fin de son mandat, devrait normalement divulguer. Donc en tout cas, c'est ce qu'elle disait. Donc sait-on jamais, il lui reste 3 ans à Obama. Peut-être à son retour d'Irlande, parce qu'en ce moment il est en Irlande, au G8, donc peut-être qu'après son retour d'Irlande, il divulguera, mais quoi qu'il en soit, est-ce que vous pensez franchement aujourd'hui, Gilbert, que le monde tel qu'il est aujourd'hui, il est prêt à une divulgation? On essaye, je pense, depuis déjà un certain temps, à faire naître cette divulgation. Une des raisons qui, à mon avis, pousse peut-être ceux qui freinaient de leurs 4 fers il y a peu de temps encore, c'est entre autres Internet. Pourquoi? Parce qu'Internet, c'est une arme à double tranchant. Internet, aujourd'hui, là, dans l'instant, quelqu'un photographie quelque chose, dans la minute qui suit, il peut le mettre sur Internet, et dans la minute qui suit, dans le monde entier, on le trouve. Bien sûr, c'est sûr. Donc, si vous voulez, eh bien, pour tenir une mainmise là-dessus, c'est vraiment difficile. Donc, avant, il vaut mieux anticiper un événement que de devoir faire face à un chaos total. Donc, je suppose que on essaye de divulguer en y allant doucement, faisant 2 pas en avant, 1 pas en arrière, de façon à ce que peut-être les gens, le jour où ils seront devant, je dirais pas un fait accompli, mais devant une évidence telle qu'ils ne pourront plus la nier, eh bien, il y en a une partie qui diront oui, mais on l'a tellement vu au cinéma,
où on en nous a tellement parlé que finalement, ça n'a rien d'extraordinaire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai Voilà, que. Mais d'ailleurs, on dit souvent que le cinéma hollywoodien est une forme de divulgation, c'est-à-dire qu'il prépare finalement l'humain à cette rencontre. Eh ben, il y a un élément que certainement Thibaut, je parle de Thibaut Canuti, a dû probablement vous dire, ou en tout cas que vous connaissez peut-être, le célèbre film Rencontre du troisième type. Ah bah ouais. Bon, eh bien, à la fin du film, lorsqu'on voit le vaisseau qui arrive, on voit tous les ingénieurs, les techniciens, tout ça qui se précipitent et qui regardent ce vaisseau et qui regardent ces êtres qui arrivent. Ouais. Eh bien, parmi eux, vous en avez un qui s'avance. Ouais. Eh bien, c'est ni plus ni moins que Alan Hynek, qui fait partie du film, et qui s'avance comme pour montrer à celui qui a envie de voir, celui qui sait, on dira presque entre guillemets, le demi-initié ou l'initié, pour dire... vous voyez dans ce cinéma, moi qui suis Alan Hynek, qui ai travaillé sur Blue Book et sur tous ces domaines-là, je suis dans le film et je fais partie des techniciens qui vont vers les extraterrestres. Donc là, c'est tellement criant de vérité que on peut pas dire que c'est le hasard. On sait qu'il a été notamment conseiller technique dans ce film. Bien sûr. Oui, bien sûr. Technique. D'accord. Tout comme Jacques Vallée, qui était d'ailleurs joué par François Truffaut, quand même. Oui. Alors, il y a un film qui va sortir, et je rebondis sur ce que vous dites, qui va sortir le 26 juin, c'est Dark Sky, sur les abductions, les enlèvements par extraterrestres. Et on en fera une émission spéciale ici avec Ludovic Chapier et Marc Gray. Donc ce sera à ne pas louper. Alors, il est minuit, Gilbert Attard. On va être obligé de se quitter. Je voudrais 1000 fois vous remercier d'avoir encore une fois été avec nous. Et je voudrais vous signaler, prendre rendez-vous avec vous pour une prochaine émission, parce qu'il y a Guy sur la page Facebook qui me dit: pensez-vous aborder lors de l'émission traitant des technologies de ce soir le livre d'Enoch? On n'a pas eu le temps de le faire ce soir. Un livre qui ressemble de temps plus à de la science-fiction qu'à des récits bibliques. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une émission prochainement, et il serait peut-être temps qu'on aborde tout cela aussi, d'accord? On verra ça, oui. Bon, merci 1000 fois. Juste avant de nous quitter, allez-y. Parler de notre association qui organise des repas conférences avec débat. Donc les personnes qui sont intéressées à ces déjeuners débats, eh bien elles peuvent venir. Il y en a qui viennent un peu de partout. Et notre sigle, c'est cropscience.org. D'accord. Voilà. Alors n'hésitez pas, Gilbert, n'hésitez pas quand vous avez des manifestations à nous les faire parvenir sur mon mail ou sur le mail d'Hélène ou de celui de Mathieu, parce que nous on fait des agendas et on annonce très souvent les manifestations des invités que nous recevons, d'accord? Eh bien, je vous remercie. Merci à vous.